Et vous êtes toujours, enfin on l'espère en tout cas, autrement on parle pour rien, sur Radio Soupente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbettes. Important le manque de courbettes. D'ailleurs, ça fait moins mal au dos, si on n'a pas les chines souples. Voilà l'émission Arakaï du mardi 5 février 2019, consacrée pour sa partie artiste à Ossip Zadkine, pour une exposition que nous sommes allés voir avec ma camarade, qui s'intitule L'instinct de la matière, dans le petit musée Zadkine, rue d'Assas. Voilà, au 100 rue d'Assas, qui est un musée-atelier. Il y en a très peu à Paris. Je crois qu'il n'y a que celui de Bourdelle et celui de Zadkine qui sont restés, qu'on peut visiter, quoi. Alors, non, il y a celui aussi de Delacroix. Ah, de Delacroix, puis Gustave Moreau. Oui, Gustave Moreau. Ah bah oui, quand même. Oui. C'est vrai. Voilà. Alors, on va commencer par une bio de Zadkine. Je ferai la lecture dans un deuxième temps. Comme ça, on verra un petit peu qui est cet Ossip Zadkine. Ossip Zadkine, il est né en 1890 à Vitebsk, c'est en Biélorussie, c'est aujourd'hui en Biélorussie. Et lui est issu d'une famille juive de lettrés qui s'est convertie à la religion orthodoxe, et il a été quand même élevé loin des préoccupations religieuses. Et ce jeune Ossip grandit entre la maison de bois de Smolensk, le domaine de l'oncle maternel sur les rives de la Dounia et la chair profonde des forêts de pins. Donc très tôt s'impose la nécessité de dessiner tout et à tout moment, et la découverte d'un bloc de terre glaise dans le jardin éveille chez lui, vers l'âge de 12 ans, la passion du modelage. Le premier atelier de sculpture sera improvisé dans un coin de la bibliothèque paternelle. En 1905, ses parents l'envoient dans le nord de l'Angleterre afin qu'il s'inscrive à l'Art School locale et s'initie à la sculpture sur bois. Là, il rejoindra ensuite un ami à Londres, mais sans l'assentiment de son père, qui va du coup lui couper les vivres en guise de répression. Il s'inscrit au cours du soir du Regent Street Polytechnicum. Il passe tous ses dimanches au British Museum et pour survivre, il se fait embaucher chez des artisans du meuble du quartier East End, et là on lui confie des ornements à tailler. Alors fort de cet apprentissage, il réalise ses premières sculptures en taille directe. Et puis il retrouvera quand même le chemin de la maison familiale et de la réconciliation. Son père prend donc la décision de l'envoyer à Paris, parce qu'il lui dit c'est là où l'on devient sculpteur. Et à l'automne 1910, donc Zadkine pose ses valises dans un hôtel du quartier latin. D'ailleurs, il aura son premier logement à Paris, son premier atelier sera à La Ruche. Donc en décembre, oui, c'est pas l'hôtel 5 étoiles. En décembre 1910, Zadkine s'inscrit à l'école des Beaux-Arts, mais au bout de 6 mois, il déserte. La découverte de la sculpture égyptienne au Louvre, le choc d'une tête romane le persuade de chercher la vie dans la simplification ou l'accentuation des formes. Et comme d'autres sculpteurs de sa génération qui fréquentera, comme Modigliani, Zadkine remonte aux sources vives de l'archaïsme, se mettre au service du bois ou de la pierre sans revêtir l'uniforme archaïque. Donc un manifeste pour la technique de la taille directe que Zadkine pratique dès 1911, replié dans le quartier de Brie de son atelier de La Ruche. En 1912, il change d'atelier, s'installe au 114 rue de Vaugirard. Là, c'est près du carrefour Vavin et du café de la Rotonde, donc il est en plein cœur de l'art moderne. Et là, il croise Matisse, Picasso, il approche Apollinaire. Il partage avec Modigliani le temps des vaches maigres. Il allait souvent aux terrasses des cafés avec Modigliani, pendant que Modigliani faisait petits portraits qu'il vendait pour pouvoir boire un coup, quoi. Et le salon d'automne de 1913 lui vaut son premier collectionneur, qui s'appelle Paul Rodocanacci et qui acquiert plusieurs sculptures et lui procure donc un nouvel atelier plus vaste et ensoleillé au 35 rue Rousselet. Au 35 rue Rousselet, c'est donc là qu'il rencontrera sa future épouse Valentine Prax. 1914, la France et l'Allemagne entrent en guerre. Blaise Sandrars lance un appel à la mobilisation des étrangers amis de la France et le 24 janvier 1916, Zadkine signe son engagement volontaire. Il est incorporé dans le premier régiment étranger, il sert dans une section de la Légion, brancardier infirmier, non. Et au mois de mai, il est affecté à l'ambulance russe en Champagne, donc caserne, obus tranchés, évacuation des blessés, mutilés, salle d'hôpital. Et malheureusement, il est gazé à la fin du mois de novembre, donc il est évacué et hospitalisé à son tour. Il sera réformé en octobre 17, et là, il va retrouver son atelier rue Rousselet avec
une santé chavirée et le moral en berne, quoi. Il rapporte une quarantaine d'œuvres sur papier qu'il a exécutées dans l'urgence. Ce sont des crayons, des fusains, des encres, quelques aquarelles. Et la force d'expression de ses dessins l'incite à engraver une vingtaine qu'il fait paraître dans un album sous le titre « 20 aux fortes de guerre » par Ossip Zadkine, soldat au 1er régiment étranger, affecté à l'ambulance russe et aux armées françaises. Donc son ami peintre Henri Ramet l'invite à passer l'été près de Montauban, dans le village de Bruniquel, un petit village médiéval où Zadkine en fait se trouve en harmonie profonde. Il y avait des portes et des fenêtres taillées dans la pierre, et pour lui c'était quelque chose de fantastique de pouvoir se régaler de ça, quoi. Là, il va exposer avec Ramet dans une galerie, c'est la galerie Chaplotier à Toulouse. Il présente une cinquantaine d'œuvres sur papier, des sculptures. Et d'ailleurs, c'est le peintre Roger Bissière qui va signer le catalogue. Ah ouais, c'est marrant parce qu'on retrouve toujours des gens qu'on aime bien comme ça, j'adore ça. Et en 1919, donc Valentine Prax, qui est une jeune peintre, devient sa voisine dans la rue Rousselet, et ils vont faire connaissance et rapidement se retrouver pas mal de points communs. Et donc tous deux partagent l'exil et les bonheurs près de la Bohème, c'est-à-dire qu'ils ont quand même peu de moyens, quoi. Ils se marient en août 1920 à Bruniquel, et 2 mois auparavant, Zadkine organisait sa première exposition personnelle dans son atelier. Donc Zadkine ensuite est naturalisé français, et il va voir entrer au musée de Grenoble une sculpture dont on parlera tout à l'heure, son tigre sur bois doré. Non, c'est pas le tigre qu'on a vu, c'est son tigre sur bois doré, c'est ce qu'on a vu à l'exposition, et une tête de jeune fille en marbre. 1928, Zadkine quitte l'atelier de la rue Rousselet. Il va aller donc sans celui qu'on a visité, rue d'Assas, qui paraît que rue Rousselet était au 2e étage et que ses sculptures pesaient un peu trop lourd pour les planchers. Bah oui, tu m'étonnes. Donc après, il expose, sa notoriété se confirme, il fait pas mal d'expositions personnelles, il ira à Londres, à Venise, au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, il ira à New York. Et malheureusement, après la crise économique, les collectionneurs se font un peu plus rares. Et comme il a découvert ce pays du Quercy à l'été 1918, en fait, Zadkine et Valentine trouvent un peu une terre d'accueil dans ce village des Arcs. Ils ont une grande maison délabrée avec une grange, et puis ils s'y installent, et c'est une terre à laquelle Zadkine doit s'arracher après la défaite de la France et la mainmise des nazis. Ça se sera un peu plus tard, la fin de 41, où là il va être obligé de partir en fait pour les États-Unis. Apparemment, il n'imaginait pas que les Allemands puissent faire avoir cette politique en France. Il était assez confiant jusqu'au moment où finalement il sera bien content de pouvoir par Marseille partir aux États-Unis. Oui, c'est marrant, il y en a qui partaient aux États-Unis pour se réfugier, et puis il y en a d'autres qui allaient visiter Berlin à l'invitation du Troisième Reich. Donc en fait, Zadkine part aux États-Unis en passant par Lisbonne. Il part sur l'Excalibur, c'est le dernier bateau américain à quitter l'Europe. Et là, à New York, il loue un atelier à Greenwich Village, et il faut qu'il improvise tout, qu'il recommence tout. Mais en fait, il n'a pas un grand moral, le cœur n'est pas à la sculpture. Il dit qu'il recevait de trop mauvaises nouvelles de la France et de trop rares lettres de Valentine, qui, elle, restait quand même isolée, harcelée, sidérée par les forces de destruction, quoi. Aux États-Unis, il va exposer chez Pierre Matisse, une exposition qui s'appelait Artist in Exile, et à côté de Fernand Léger, Chagall, Lipsich, et il sera aussi enseignant à l'Art Student League. Et d'ailleurs, oui, c'est ça. Zadkine rentre en France, donc il est changé, il est ravagé, mais il va reprendre vie dans sa terre du Quercy, et là, son art va retrouver quand même une unité de mouvement, d'élan. Il va se rappeler aussi des villes fracassées par la guerre. Il va travailler sur la ville détruite. C'est sur la ville détruite, c'est Rotterdam. Là, on peut voir dans le jardin de son musée cette sculpture qui est complètement ouverte en deux, avec les bras levés vers le ciel. C'est la ville de Rotterdam qui lui passe commande. Il a quand même une reconnaissance internationale, donc il continue d'exposer à Bruxelles, à Rotterdam, même au Japon. Et en 62, il commence la rédaction de ses mémoires. C'est un petit livre qui s'appellera Le maillet et le ciseau, Souvenirs de ma vie. Et comme il est préoccupé tout de même par le devenir de son œuvre, il songe avec Valentine à l'ouverture d'un musée. Et le premier catalogue raisonné de ses sculptures paraît dans la monographie que lui consacre Lionel Gianoux en 64.
Zadkine meurt le 25 novembre au matin et il est enterré au cimetière du Montparnasse. Il meurt en 1967. Et heureusement, Valentine Prax, elle, lui a survécu pas mal d'années et a eu le temps de consacrer, de faire une donation à la ville de Paris et de mettre en place ce musée. Un musée qu'on fréquente régulièrement avec ma camarade, toujours aussi, comment dirais-je, c'est comme rentrer dans... Vous voyez, on entre dans un monde parallèle, on rentre ailleurs, on n'est plus, si vous voulez, sur cette planète pourrie, avec, surtout quand on voit ce qui se passe tous les samedis à Paris et en province, avec ces manifs de gilets, là on est ailleurs, on est dans la beauté de la création, mais vraiment la beauté, quoi. Parce que, si vous voulez, dans les sculpteurs, il faut distinguer les modeleurs des tailleurs. Parce que, voilà, pour moi, un sculpteur, c'est Zadkine qui taille. Avec un maillet, avec un ciseau, qui s'attaque à des arbres. Mais carrément, il y a une sculpture, un tronc d'orme qu'il a transformé en une sculpture monumentale. Comment ça s'appelle, là? C'est une nana... on s'en fout des noms après tout. Mais bon, ce qu'il aimait, on voit le grain du bois, on sent, il émane une chaleur du bois, mais sans le toucher. Il y a cette douceur, il y a cette patine, voilà. Et la pierre aussi, il taille la pierre, le granit. Non mais, le calcaire, le marbre, qui est un calcaire très dur, un calcaire statuaire. Il taille l'ébène, il taille l'or, mais il taille aussi le pain, n'importe tout ce qui se taille, il taille, voilà. Et puis il fait quelques plâtres aussi qui sont convertis en bronze, comme ceux qui parsèment son petit jardin parisien. On pense à la chanson de Dutronc. Sauf qu'en plus il y a des sculptures de Zadkine, voilà, et on peut s'asseoir comme on l'a fait avec ma camarade, comme on fait à chaque fois qu'on y va. On s'assoit dans le jardin, il y a des blocs, il n'y a pas des bancs confortables, hein, c'est des blocs de pierre ou de bois. On s'assied dessus, puis voilà, on se laisse porter par la magie du lieu. C'est un jardin extraordinaire aussi. Je ne veux pas évoquer le chanteur de cette chanson qui déplaît profondément à ma camarade. Non. C'est un petit jardin extraordinaire. T'as raison. Oui, voilà, j'ai raison, donc je me tais. Et puis, non, c'est ça. C'est un tout, je crois que c'est le plus petit musée qui existe peut-être au monde. Voilà, c'est tout petit, c'est tout blanc. L'accueil est vraiment très, très amical presque, vous voyez. C'est les jeunes gens qui sont chargés de l'accueil. Et tout se passe vraiment bien. Voilà, on peut déambuler dans ces salles. Je dirais pas qu'on peut toucher les sculptures, mais entre nous, je suis parfois très tenté de le faire. Je sais pas ce qui me retient d'ailleurs. Voilà. Et là, on a eu le bonheur, si vous voulez, parce qu'il y a un fond qu'on peut voir chaque fois qu'on y va. Quoique, quand on y va, c'est parce qu'il y a une exposition spéciale souvent. Et là, c'était des œuvres qui avaient été données par des collectionneurs privés et prêtées par d'autres musées. Voilà. Donc, il y avait quand même une diversité d'œuvres sur bois, sur pierre, sur plâtre, avec plus les bronzes évidemment, mais pour moi les bronzes c'est des copies d'œuvres hein, plutôt que des œuvres à part entière. Enfin, on considère un bronze comme une œuvre à part entière puisqu'ils sont numérotés. Voilà. Il a travaillé effectivement, comme l'a dit ma camarade, pour des villes sinistrées, particulièrement dans le nord de l'Europe, là, à Rotterdam, oui, où il a fait, qu'il y a une ville qui a été complètement rasée par les nazis. Il lui a commandé une statue pour commémorer cette destruction inouïe. Voilà, il s'en est. Mais on sent dans ces sculptures d'après-guerre, on sent chez Zadkine lui-même une blessure. Voilà, il traduit, si vous voulez, cette blessure en sculpture pour des villes qui martyrs en quelque sorte. Mais par exemple, cette sculpture qui a dans son jardin. Comme l'a évoqué ma camarade de celle qui est à Rotterdam, c'est une figure massive, vraiment déchirée en deux. On sent là, voilà, il y a une symbolique dans tout ça, évidemment. Parce que
comme il a fait, il y a aussi une petite sculpture des frères Van Gogh, qui est, comme ma camarade me l'a fait remarquer, non pas à Auvers, c'en est une autre, mais qui est dans le pays de Van Gogh, là, dans son bled de naissance, où il a sa famille. Voilà, et là, il y en a une, mais plus petite, où il y a les deux frères. C'est pareil, il y a comme entre les deux, il y a comme une blessure, ils sont pas complètement... Ils tiennent par l'épaule, quand même. Oui, mais il y a quelque chose qui les rattache, oui, voilà, c'est ça. Ils tiennent par l'épaule, Voilà. Elle est magnifique, cette petite sculpture. Il y a une légèreté, d'une grâce infinie. C'est marrant, parce qu'il peut faire, d'un côté, il peut faire des trucs vraiment mastoc, hein, un petit peu cubiste même aussi. Il a eu une période franchement cubiste, mais le cubisme chez Zadkine me dérange absolument pas. Oui, il a plusieurs sculptures effectivement très très cubistes, mais avec ces femmes qui ont des cheveux crantés, les têtes un peu penchées, effectivement des formes carrées, mais il y a quand même une esthétique incroyable, quoi. Il y a de l'émotion. Mais on peut pas confondre Zadkine avec, même s'il a subi des influences. Puis il a fréquenté Brancusi, il a fréquenté des gens comme ça. On sent des influences. Mais si vous voulez, alors est-ce que c'est Zadkine qui a influencé Brancusi ou l'inverse? Peu importe. Mais en tout cas, il s'en dégage une personnalité très très forte, et particulièrement avec, si vous voulez, il a trouvé une méthode, alors je ne sais pas si c'est lui qui l'a inventé, mais il fait une ronde bosse, donc des volumes, et puis, par exemple, pour ne pas... Il ne fait pas les bras en ronde bosse, mais il incise une ligne dans la ronde bosse qui indique un bras, un autre bras, etc. Et ça, c'est extraordinaire, parce que ça choque pas du tout, on le prend comme ça. Voilà. Et d'un autre côté, ça allège aussi un petit peu le côté massif de la ronde bosse. Voilà. Ah ouais, il y a une femme justement qui a une main comme ça sur son sein et une sur son sexe, et on voit tout à fait les bras sont stylisés. Ouais. Ouais, stylisés par une incision dans la ronde bosse. Voilà. Bon, on a un peu... après, ma camarade va vous parler d'un extrait d'un bouquin qu'a écrit Valentine Prax, qui s'appelle « Ma vie avec Zadkine ». Et là, ma camarade va vous en faire des tonnes. В 39-м государстве трижды день 27. Все держалось на коварстве, без проблем и без систем. Нет того, чтобы сам воевать, стал король втихаря попивать. Расплевался с королевой, дочь оставил старой девой, а наследник пошел воровать. В 30-м королевстве трижды 10-30, что ли? В добром дружеском соседстве жил еще один король. Тишь да гладь, да спокойствие там. Хоть король был отъявленный хам, он прогнал министров с кресел, оппозицию повесил и скучал от тоски по делам. В 3-11 царстве, то бишь в царстве 33, царь держался на лекарстве, воспалились пузыри. Был он милитарист и вандал, двух соседей зазря оскорблял, слал им каждую субботу оскорбительную ноту, шел на международный скандал. В 33-м царь сказился, не хватает, мол, земли, на соседей покусился, и взбесились короли. А пустать его смять, только глядь, нечем в 27-м воевать. А в 30-м полководцы все утоплены в колодцы, и вассалы восстать норовят. C'était Vladimir Vysotsky. Oui, un chanteur russe que j'ai connu, pas le chanteur, mais j'ai connu ses chansons il y a quelques années quand même déjà. Voilà, qui sévissait, si on peut dire ça, parce que pour les Russes, pour les politiques russes, il sévissait, parce que c'était un contestataire du régime soviétique. C'était avant si vous voulez,
la chute du régime soviétique. Hein. C'était un dissident, quoi, voilà. Mais alors un très très grand poète, très connu en Russie, qui s'est marié avec Marina Vladi, ouais. Avec Marina Vladi, qui était aussi une Russe, et voilà, et qui est une idole en Russie hein, depuis très très longtemps, mais qui a été une femme admirable pour lui parce que c'était un alcoolique, voilà, suicidaire. Il en est mort d'ailleurs très jeune, il a une quarantaine d'années. Voilà, un grand poète, un grand dissident, un grand chanteur. Voilà, et donc on s'est dit avec ma camarade que pour si vous voulez, rappeler un petit peu les origines de Zadkine, eh bien, voilà, c'était ce qu'il fallait faire pour ça. Ouais. Alors moi, je vais continuer effectivement. Donc, comme j'aime bien chercher des lectures, Valentine Prax, donc sa femme, a écrit un bouquin qui s'appelle Avec Zadkine, Souvenirs de notre vie. Et c'est un bouquin que j'ai trouvé à la bibliothèque de Montreuil, dans le magasin. Et là, je l'ai trouvé, coup de bol. Mais on peut le trouver effectivement en bibliothèque. Par contre, au départ, j'avais plutôt envie de lire des extraits du Maillet et du Ciseau. Celui-là, il faut réserver à l'avance. Il est nettement moins disponible, quoi. Ouais, ouais. Mais on l'a réservé. Peut-être qu'on en remettra une couche sur les prochaines expos Zadkine, parce que je pense que ça, c'est vraiment les impressions de Zadkine sur son boulot. Ça doit être passionnant. Donc, voilà, celui-là est réservé. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est Valentine Prax qui raconte leur vie. Donc, elle raconte leurs rencontres, leurs relations chacun à l'art. Il faut savoir qu'elle était peintre aussi et qu'elle a vécu de son boulot. On a regardé son travail. C'est une femme qui... Il faut regarder son travail, c'est bien, c'est intéressant. Et voilà, donc moi j'ai choisi deux petits extraits de ce bouquin. Voilà le premier. Quelques années plus tard, nous pûmes louer le petit pavillon et le jardinet rue d'Assas que Zadkine convoitait depuis des années. Il n'avait jamais eu assez d'argent pour en régler les premiers mois de loyer. Là, en plein air, Zadkine travailla le granit et la pierre de Poulinet, les bois les plus durs aussi. Il donnait l'impression d'être un ouvrier, avec son costume de velours gris et sa casquette de daim marron. « Trouve-moi, m'avait-il dit, une casquette de daim marron. » Et il fut tout heureux, quand je la lui apportai, de pouvoir y enfouir sa tignasse désinvolte. Il portait également de grosses lunettes pour protéger ses yeux des éclats de bois ou de granit. Zadkine aimait la matière, bois ou pierre, dans laquelle il sculptait. Toute sa vie d'ailleurs, il préféra la taille directe au modelage et il avait une connaissance parfaite de ce genre de travail difficile. C'est avec une grande aisance qu'il se servait de ces outils, pour lesquels il montrait également un grand soin et une attention toute particulière, leur confectionnant une trousse-étui en laine pour les y préserver des altérations de l'humidité. Je le revois si bien encore, les aiguisant sur la meule, les graissant. Durant des années, Zadkine travailla beaucoup plus le bois ou la pierre que la terre, parce qu'aussi il n'avait pas les moyens de transposer en bronze. De plus, le plâtre lui paraissait une matière attristante. Zadkine était devenu vraiment sculpteur, mais je n'écrirai pas en ces pages sur l'évolution de sa production artistique. D'autres, bien plus qualifiés que moi, l'ont déjà fait, et lui-même d'ailleurs a su, je crois, juger son œuvre. Zadkine était heureux, rue d'Assas, de pouvoir travailler sur la terre même et au milieu d'arbres. Tu sais, me disait-il, je ne pourrai jamais vivre à un 2e ou 3e étage. Il faut que la semelle de mes chaussures racle la terre. Je dois être de l'espèce des rats et pas de celle des oiseaux. Et pourtant, un grand nombre de ces personnages sculptés lèvent les bras au ciel vers la lumière, souvent dans un geste de supplication vers l'Éternel. Donc voilà, ça c'est un premier extrait. Le second, c'est pratiquement à la fin du bouquin. Avant de terminer mon témoignage, me vient le besoin d'évoquer le dessinateur qui était aussi Zadkine. Zadkine eut toujours un intérêt très vif pour le dessin et a toujours dessiné. Vers 1920, il exécutait des dessins très fins, très sensibles à la mine de plomb. Puis lors d'un voyage que nous fîmes en Italie, où il avait à réaliser une fontaine dans un de ses charmants petits refuges au bord du lac de Côme, il se mit à faire des dessins rehaussés de pastels, puis des pastels. L'architecture des villes et des monuments italiens l'incitait à faire du pastel d'après nature. Il travailla particulièrement à Côme. Plus tard, lorsqu'il se réfugiait aux États-Unis durant la guerre, il exécuta une suite de grands dessins sur le thème des travaux d'Hercule. Ces dessins furent édités plus tard en album par l'éditeur Squeak Lister et exposés pour la première fois en France à Arras en 1961. Sans doute en Amérique laissa-t-il de nombreux dessins quand il s'enfuit de New York. De retour en France, Zadkine se remit à dessiner beaucoup, surtout à l'encre de Chine, tant à Paris qu'aux Arcs. Quand j'étais chagrinée ou démoralisée, il me disait souvent « Dessine, il n'y a vraiment que le dessin pour remettre d'aplomb.
On ne peut se laisser aller à l'ennui ou à la tristesse si on dessine. Lui-même remplit 2 cahiers de dessin, généralement rehaussés de couleurs au crayon ou à l'encre. Il dessinait souvent dans ses cahiers en attendant des gens auxquels il avait donné rendez-vous. Aussi appela-t-il ses cahiers en attendant Godot. Voilà, ça c'est en rapport effectivement avec l'exposition dont on va vraiment parler, l'instinct de la matière, qui va mettre en avant le rapport effectivement instinctif de Zadkine sur ces matières, et le bois est vraiment à l'honneur, quoi. Oui, tout à fait. Oui, si vous avez la chance d'y aller, je parle aux Parisiens parce qu'évidemment en province, encore une fois, vous êtes un peu mis de côté. Hélas pour vous, hélas pour nous aussi, parce qu'on aimerait bien pouvoir partager avec vous plus de ce qu'on a éprouvé lors d'une visite comme celle-là. Voilà. Alors, dans ce petit musée, bien sûr, il y a la sculpture qui nous a le plus impressionné, je crois tous les deux, c'est ce lion doré à la feuille d'or, qui était un bloc de bois, c'est un bois rouge, je me souviens plus si c'est du cèdre ou du pin ou du hêtre rouge, peut-être, je sais pas, c'est quelque chose comme ça. Enfin bon. Peu n'importe pas. Ouais, ils précisent pas, ils disent bois doré. Donc en fait, ils disent qu'en fait, effectivement, c'est un ami qui un jour lui a fait cadeau d'un bloc de bois tordu et que lui a senti justement qu'il y avait ce fauve à faire et qu'il a juste après sculpté les pattes avant en plus, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ça, c'est le génie du sculpteur aussi, qui voit dans la forme d'un arbre ou même d'une charpentière, parce que ça devait plutôt être une branche charpentière, mais assez costaud, d'un arbre. Je crois qu'il y a... j'ai lu ça quelque part, en tout cas, que c'était un bois rouge. Voilà. Et il a sculpté cet animal un peu fantastique. Et je crois que la feuille d'or, ce qui est intéressant dans le travail de la feuille d'or, c'est que c'est pas lui, enfin en tout cas de la manière dont il l'a travaillé, c'est pas de la feuille d'or qui recouvre les sculptures du pont de machin truc ou machin ou des grilles de Versailles, mais c'est comme une patine un peu usée, voilà, de vieil or usé. Et ça, c'est particulièrement magnifique. C'est une sculpture qui doit faire un peu plus d'1 mètre de long, une hauteur de 50-60 cm, quoi, voilà. Mais avec vraiment une puissance. Ouais, c'est pas pour rien qu'ils ont pris la photo de cette sculpture pour en faire l'affiche de l'exposition, parce qu'elle est vraiment, elle est vraiment très très forte. Et puis en plus, elle vient du musée de Grenoble, donc on n'avait pas eu l'occasion de la voir jusqu'à présent, quoi. Et puis ils l'ont installée dans un beau window, ce qui fait que de dehors, on peut voir le dos, on peut voir les flancs. De l'intérieur, on voit la face. On ne peut pas voir très bien les flancs et on voit évidemment pas le dos. Donc en sortant, on peut faire le tour de la sculpture. Voilà. C'est très intelligent de leur part. Merci le musée Zadkine. J'ai plaqué mon chêne comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de haute futaie. Mais toi tu manques à l'appel, ma vieille branche de campagne, mon seul arbre de Noël, mon mât de cocagne. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner. Mon arbre, auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Je suis un pauvre type, j'aurais plus de joie, j'ai jeté ma pipe, ma vieille pipe en bois, qui avait fumé sans se fâcher, sans jamais me brûler la lippe. Tabac de la vache enragée, dans sa bonne vieille tête de pipe. J'ai des pipes d'écume, ornées de fleurons, de ces pipes qu'on fume, en levant le front. Mais je retrouverai plus ma foi, dans mon cœur ni sur ma lippe, le goût de ma vieille pipe en bois, sacré nom d'une pipe. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner. Mon arbre, auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Le surnom d'infâme me va comme un gant,
d'avec ma femme, j'ai foutu le camp. Parce que depuis tant d'années, c'était pas une sinécure de lui voir tout le temps le nez au milieu de la figure. Je bats la campagne pour dénicher la nouvelle compagne, Valancelle là, qui bien sûr laissait beaucoup trop de pierres dans les lentilles, mais se pendait à mon cou quand je perdais mes billes. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner. Mon arbre, auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. J'avais une mansarde pour tout logement, avec des lézardes sur le firmament. Je ne savais pas qu'heure depuis, et pour un baiser la course, j'emmenais mes belles de nuit faire un tour sur la grande ours. J'habite plus de mansarde, il peut désormais tomber des hallebardes, je m'en bats l'œil, mais si quelqu'un monte aux cieux, moins que moi j'y peux des prunes. Il y a 107 ans qui dit mieux que j'ai pas vu la lune. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner. Mon arbre, auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Auprès de mon arbre, Georges Brassens. Oui, ça va bien avec les troncs d'arbres que sculptait Zadkine. C'est dans cet esprit-là qu'on va parler. Et il fumait même sa pipe aussi, pipe en bois. Ouais, puis en fait, ce que raconte Valentine Prax, il est bien ce petit bouquin. Il faut vraiment le lire pour approcher Zadkine, justement, un peu, pas dans son intimité, mais dans l'homme qu'il est, qui est quelqu'un qui paraissait pas du tout intéressé par le succès, les médailles, les honneurs. En fait, bon, il a été content quand il a commencé à vendre, ça l'a rassuré, mais voilà, il avait pas la grosse tête. C'est quelqu'un qui restait très près de la nature, justement, qui aimait beaucoup les arbres, regarder les animaux, alors que Valentine, elle était plutôt fait ses études de beaux-arts à Alger avant d'arriver en France, et elle avait besoin de la mer, en fait. Mais lui, c'était vraiment la forêt, la terre, les arbres, quoi. Ça, c'était vraiment, vraiment important. Et l'exposition commence par cette phrase-là: c'est l'instinct qui prime d'abord, c'est le plus important, tout le reste vient plus tard. Alors on s'arme d'une logique qui pénètre chaque geste. Ça, je suis absolument d'accord avec. Voilà, c'est ce qui donne le point de départ donc à cette exposition et ce rapport de Zadkine donc à la matière, quoi. Ce rapport instinctif, voilà, animal même, on pourrait dire, parce que bon, il y a un rapport vraiment presque une fusion entre ce sculpteur et la matière. Donc il y a des très belles pièces, et ce qu'on a beaucoup aimé aussi, c'est sa façon de travailler le granit, quoi. Absolument. Oui, mais parce que le granit, c'est quand même pas. Je crois que c'est la pire des pierres à sculpter. On l'use plutôt qu'on la taille. C'était Coutel qui gravait des grands morceaux de granit. Coutel, qui était un sculpteur moi que j'ai connu, je l'ai connu à la Maison des Artistes. C'est un des fondateurs d'ailleurs de la Maison des Artistes, avant qu'elle devienne une espèce d'usine, je ne sais pourquoi. Bon, voilà. Le granit, mais alors comme ça, c'est un petit peu, vous voyez, vous avez une idée des calvaires bretons, de toutes ces choses-là. C'est des ensembles de personnages, alors qu'on peut considérer un peu comme primitifs, mais c'est peut-être le granit aussi qui oblige le sculpteur à simplifier les formes, parce que c'est pas comme avec le calcaire ou le marbre, pour faire de la dentelle avec du granit, hein, c'est plus difficile. Et là, justement, il y a une tête en granit, et il est précisé qu'en fait, c'est une tête que Zadkine aurait fait très très jeune, justement. Il aurait trouvé ce bloc de granit jaune dans un champ, et c'est quand il était revenu, en revenant d'Angleterre, avant qu'il est reparti voir son père en Russie, avant d'arriver à Paris. Donc c'est vraiment une de ses premières œuvres, quoi. Et là, on voit quand même qu'il y a une maîtrise, il y a une maîtrise du geste, quoi. C'est indéniable. Hein. Et une maîtrise du volume aussi, parce que ça fait pas sculpture de débutant. Et sinon, il y a sur le bois, il y a plusieurs bois différents. Il y a du bois d'acacia, il y a du noyer, il y a de l'orme. Et ça, ce sont souvent des femmes, des grandes femmes, quoi, en hauteur, des bustes de femmes. Taillées dans le fût, voilà, tout simplement. Ouais. Oui, bien sûr. Mais il y a aussi de plus petites, j'en ai dans la tête en ébène, parce qu'il y a un bois extrêmement dur qu'on appelle le bois de fer, c'est le granit du bois, si vous voulez. Voilà. C'est quelque chose dessus. Mais
quand c'est... D'ailleurs, comment il s'appelle, notre sculpteur qui était, on travaillait à côté quand on était rue de la Roquette, là. Ah oui, Julien Signolet. Julien Signolet aussi est un praticien du bois de fer. Ça fait un poli magnifique, voilà. Et là, plus le bois est dur, plus le grain est serré, plus le poli est magnifique. Vous n'aurez jamais un poli comme ça avec du pin ou du sapin. Non, avec de l'ébène, oui, vous l'avez le poli. Hein, ça au moins, ça a le mérite de. On doit suer pour tailler, mais après, magnifique. Ouais. Ah, puis il y a cette sculpture dans son atelier aussi, cette sculpture polychrome. Ah oui, super, une odalisque polychrome, ouais. Très belle. Ouais, très belle. Une petite femme allongée. Oui, une femme allongée. Enfin, elle est assez. C'est quand même un bloc un peu monolithique, sa femme allongée. Il a là aussi certainement travaillé en s'inspirant de la forme qui préexistait. Et il souligne, si vous voulez, parce qu'il y a des volutes, il y a des choses comme ça, qui sont soulignées avec des couleurs. Et toutes ces couleurs sont un petit peu passées. Enfin, il y a le temps qui est passé là-dessus. Et ça ajoute une poésie invraisemblable à cette sculpture qui se trouve dans son ancien atelier, justement. Ouais, c'est du hêtre rouge en fait. Voilà, c'est ça ce que je voulais. C'est ça que j'avais dans la tête tout à l'heure, le hêtre rouge. Voilà. Et c'est d'ailleurs ce petit atelier, évidemment, qui a perdu, en quelque sorte, un peu son charme, contrairement à celui de Brancusi qui est devant le musée Pompidou, là, qui est en souterrain devant le musée Pompidou, où ils ont reconstitué l'atelier de Brancusi, mais comme il était, avec sa poussière, etc. Là, c'est l'atelier de comment dirais-je, de Zadkine, c'est une chambre d'hôpital, quoi, vous voyez. Ouais, mais c'est un lieu d'exposition, sauf que Brancusi, le seul problème, c'est qu'en fait, on voit derrière les vitres, donc on est un peu, il y a la frustration de ne pas circuler dans cet atelier, justement. Quoi. Mais enfin, on est derrière une vitre, mais on voit bien tout ce qu'il y a dans son atelier. Là, il reste 5 ou 6 outils qui sont dans une petite vitrine bien propre. Hein, il y a un maillet que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment le maillet artisanal, c'est lui qui a dû le faire, son maillet. C'est pas ces trucs super maintenant qu'on voit dans les magasins de beaux-arts, là. Et puis il y a quelques ciseaux, quelques cradines, là, qui sont, on sent qu'ils ont beaucoup servi. C'est bien aussi de voir ce contraste entre la blancheur du lieu et puis la patine de ces vieux outils. Mais moi, je me sens un peu mal à l'aise parce que c'est trop propre. Ouais. Et en fait, ce qu'on peut voir aussi, ce qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent, c'est ces gouaches. Moi, j'ai bien aimé ces gouaches. Et dans son atelier, justement, il y a 3 gouaches. Il y en a une, c'est le repos après la moisson. Donc, c'est un homme et une femme avec son enfant, donc qui se reposent sur des meules de foin. Et il y a une jeune fille avec un oiseau aussi. Et le troisième, je sais plus ce que c'est, mais en fait, il y a 3 gouaches qui sont, c'est des nymphes, je crois, qui courent. Ouais. Voilà, c'est 3 nymphes qui courent. Moi, j'ai beaucoup aimé ces couleurs, ces mouvements. C'est pareil, qui sont limite cubistes aussi, un petit peu dans le trait. Et il y a d'autres gouaches qui sont au début de l'exposition. Il y en a une, la première, c'est un paysage russe, c'est de l'imagerie populaire, et ça fait un peu penser aussi à Chagall. On retrouve un peu ces lignes, dans les villages, ces personnages. Donc moi j'étais très contente de les voir. Et dans l'atelier, il y a des autoportraits aussi. Et là on pense à du Buffet. Il fait ça au feu, c'est la fin de sa vie. Il fait ça d'un seul trait avec un feutre, et on retrouve un peu les formes du Buffet. Oui, non, moi j'ai été assez surpris parce que ma camarade me surprendra toujours de son enthousiasme devant les dessins, les aquarelles, etc. de Zadkine, parce que moi je suis tellement obnubilé par la sculpture, tellement dans la sculpture, dans la ronde bosse, etc., que, si vous voulez, tous ces dessins, ça me semble un peu fade à côté. Voilà. Mais ça, c'est personnel, parce que ma camarade, elle a une sensibilité très différente de la mienne. Moi, je dis un peu brutos. Elle, c'est une femme, donc, c'est une sensibilité beaucoup plus exacerbée et beaucoup plus finesse que moi. Voilà. C'est ça, disons la chose comme elle est. Et voilà, mais bon. Sauf que j'ai vu un petit portrait de Zadkine par Modigliani. Ah oui, c'est vrai. De ces portraits qu'il faisait dans les cafés, exactement ça. On dirait, si il avait connu le stylo bic, il aurait travaillé au stylo bic, à mon avis, parce que ça donne vraiment cette impression. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Voilà.
Mais je suis moins sensible que ma camarade à son travail de dessin que je trouve un peu léger par rapport à la puissance de sa sculpture. Ouais. Mais alors apparemment avec Valentine, donc sa femme qui était peintre, ils travaillaient, ils avaient chacun leurs ateliers, donc ils travaillaient chacun de leur côté, et à la fin ils s'invitaient, tiens, est-ce que tu veux voir ce que j'ai fait, lui montraient ses sculptures, elle ses peintures. Ouais, c'est sympa. Mais je trouve que dans leur peinture, il y a quand même une similitude, oui, on sent qu'il y a quand même quelque chose de fort, qui est vraiment commun, quoi. Alors qu'apparemment ils travaillaient chacun dans leur coin. Quoi. Tout à fait, oui, là le point commun. Avec dans leur travail de dessinateur ou de peintre, c'est très bien vu. Ouais. J'aurais pas posté comme ça toute seule. Bon. Et alors ce que Valentine raconte aussi dans les mémoires, c'est que Zadkine n'a jamais fait abattre un arbre pour sculpter. Ça, je trouve ça sympa. Ah ouais. Ça m'a plu. Oui, tout à fait. Et ça, j'avais lu ça il y a très longtemps, où j'avais vu ça dans une exposition où il y avait des œuvres de Zadkine en plein air. Là, c'était dans le sud, je crois, dans un lieu, enfin, improbable, voilà, où Zadkine n'avait jamais abattu un arbre. Et ça, c'est aussi ça. Voilà, un sculpteur, pas égoïste, pas c'est moi, donc je peux abattre toute une forêt dès l'instant que je puisse sculpter au moins une crotte. Non, lui, il n'abattait pas, il laissait la vie vivre, il ne travaillait que sur les arbres morts. Voilà. Ouais. Et quand on parlait de Van Gogh, avec cette petite sculpture qu'il faut absolument voir dans le jardin, ça c'est même à la limite les gens. C'est en sortant du jardin sur la gauche. Ouais, on peut rentrer dans le jardin sans même payer l'expo puisque l'entrée du jardin est libre. Et donc ouvert, donc cette petite sculpture. Et en fait, Zadkine à un moment donné a eu une passion pour Van Gogh, c'est-à-dire qu'il s'est mis à lire toute la correspondance de Van Gogh avec Théo et il a eu envie de transmettre. Donc il y a cette sculpture, mais il en a fait d'autres. Il y a eu plusieurs bustes de Van Gogh prédicateur. Enfin, il y a eu beaucoup d'œuvres là-dessus, quoi. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais. Voilà. Et il y a eu aussi beaucoup de pertes du travail de Zadkine, effectivement. Tout son boulot quand il était aux États-Unis, il a rien ramené. Quand il s'enfuit de New York, Il est parti de New York. Alors apparemment à New York. Non, t'as dit il s'enfuit. Oui, il s'enfuit parce que je pense que si j'ai bien compris d'après ce que raconte Valentine Prax, il donnait plus de nouvelles quand il était à New York. Et je pense qu'il y a une femme qui lui avait mis un peu la main dessus, puisqu'elle à un moment reçoit une lettre à la fin de la guerre. Une femme lui a mis la main c'est parce que c'est ce qu'elle, elle dit qu'il a un caractère, qu'il a besoin d'être un peu entouré, épaulé, que c'est quelqu'un de gentil, qu'elle a reçu une première lettre à la fin de la guerre comme quoi Zadkine était mort, donc pour elle c'était une catastrophe. Ouais. Finalement, Zadkine n'était pas mort du tout, et après il lui a dit qu'il ne reviendrait pas, puis finalement quelques mois après il lui envoie un télégramme en disant je suis malheureux, j'ai plus un sou, est-ce que je peux revenir, est-ce que tu acceptes que je revienne, quoi. Donc voilà, c'est quand même ce qu'on peut lire, ce qu'on peut comprendre de ce qu'elle raconte, sauf qu'il a laissé à New York tout le travail qu'il avait fait, quoi. Ah ouais, d'accord. Que peut-être sa compagne là-bas a mis sait pas. De côté. Voilà, on ne sait pas trop. Puis de toute façon, il y a eu la guerre, il y a aussi en France, même quand il y a eu la guerre en France, je sais qu'ils avaient enterré certaines sculptures, ils avaient fait en sorte de pouvoir les préserver, mais je crois qu'il y a une grande partie de leurs peintures, de leurs dessins tous les deux qui ont été perdus, quoi. Voilà. Mais du fait des nazis ou d'un pillage? Oui, du fait, je pense d'un pillage, parce que je crois qu'il y avait un atelier qui avait été réquisitionné. Enfin, bon, c'est jamais des histoires. C'est ce qu'elle raconte, qu'elle est assez désœuvrée, parce qu'elle s'aperçoit qu'effectivement, même quand ils sont dans le sud, là, dans le Quercy, où ils ont l'impression, eux, ils adorent ce village, ils s'y sentent bien, mais visiblement, c'est pas aussi réciproque que ça. Donc, il y a quand même des dénonciations. Oui, dans le village, pour y avoir vécu 25 ans dans un trou du cul du monde, je peux te dire que bon. On est plus exposé que dans une ville. Hein. Voilà, donc il n'y a pas que ces bons côtés, effectivement, de nature, quoi. Non, c'est pour ça, ce bouquin, c'est bien, ça permet vraiment de rentrer un peu de comprendre un peu ces artistes, en fait. Oui, parce qu'on a besoin, malgré tout, de comprendre, si on a la chance de pouvoir le faire, de comprendre, d'avoir des informations qui permettent d'approcher plus intimement l'artiste, parce que ça peut donner un éclairage sur son travail qu'on n'aurait pas autrement, quoi. Ça nous permet de regarder son travail d'une manière différente, et je crois que c'est pas mal d'avoir une approche d'abord, comme nous on a pu avoir de lui avant de lire ce bouquin, une approche de gens qui aiment l'art d'une manière un peu générale, qui aiment la sculpture, qui aiment Zadkine, et puis après, à la lecture d'un ouvrage comme ça, on trouve un personnage, on trouve encore quelqu'un d'autre. Ouais, alors ce qu'on a oublié de mentionner,
c'est qu'il a donné des cours aussi, il a été à la professeur. Grande Chaumière. Voilà, il a donné des cours à la Grande Chaumière et il avait apparemment les élèves étrangers. Et il adorait, quoi. Ouais, bah oui, c'est bien d'être un émigrant ou un immigrant et puis d'aimer travailler avec des immigrants, ça c'est bien, c'est pas comme d'autres immigrants qui dénoncent les immigrants, voilà, c'est mieux que... Ouais, non, c'est... Voilà, donc c'est jusqu'au 10 février, bah, il faut se dépêcher, hein. C'est vrai qu'il ne reste plus beaucoup de jours pour aller découvrir cette exposition, mais sinon, au moins se promener dans le jardin, c'est un petit havre de paix, donc il est tout petit par rapport à Bourdelle, c'est un petit jardin par rapport au musée Bourdelle, mais on s'y sent bien. C'est un petit musée par rapport au musée Bourdelle aussi, hein. Il n'y a pas des salles qui font 12 mètres de haut. Voilà. Ça, c'est humain. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom, sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance. J'écris ton nom sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres. J'écris ton nom sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne des menthes, j'écris ton nom, sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom, sur les formes scintillantes, sur les cloches des couleurs, sur la vérité physique, j'écris ton nom, sur les sentiers éveillés, sur les routes dépliées, sur les places qui débordent, j'écris ton nom, sur mon chien gourmand et tendre, sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite, j'écris ton nom, sur le tremplin de ma porte, sur les objets familiers, sur le flot du feu béni, j'écris ton nom, sur toute chair d'ée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom, sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom, sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom, et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté.
c'était J'écris ton nom, le poème de Paul Éluard, interprété par Hélène Martin. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, Zadkine a été fasciné par ce poème et a sculpté la liberté. Voilà. Donc les expositions, rapidement, on parle de Ferdinand Gueldry à Nogent-sur-Marne jusqu'au 29 mai. Jusqu'au 31 mars, il y a toujours les affiches de presse le dimanche au musée Eugène Carrière, de 15h à 18h à Gournay-sur-Marne. Et l'instinct de la matière au musée Zadkine, donc jusqu'au 10 février. Également jusqu'au 10 février, l'illustratrice Géraldine Alibeux qui expose les planches originales de son dernier album Jean-Kévin à la librairie 43 rue Mira dans le 18e. La librairie La Régulière. La Régulière, voilà. Et une info qui nous vient du CIRA du Limousin, de notre pote René. Une soirée Zodaxa. Zodaxa, c'est 1864-1930. Causerie et lecture animée par Yann Daomelo. Vitrine de documents rares d'AXA. Zodaxa est un journaliste satirique d'une morale esthétique, simple, directe et insoumise à toutes les autorités. Ce qui me donnerait bien envie qu'on lui réserve aussi une émission. Tout à fait, ma camarade. Voilà. D'autant que ma copine Laurence m'a dit qu'elle avait la vie de Zodaxa par Yann Daomelo, donc je pense que ça pourra nous faire quelque chose de sympa à raconter, parce qu'on n'ira pas à Limoges, malheureusement. Non, on n'ira pas à Limoges. Hélas. Voilà. Et le culturel de la semaine, alors bon... Jour tranquille à Jérusalem de Mohamed Kassimi et Jean-Claude Fall au théâtre des Quartiers d'Ivry jusqu'au 8 février. Voilà, donc il faut réserver des places. C'est sur la Palestine, effectivement, aussi, sur le peuple palestinien. Michel Korb qui chante Francis Lemarx au studio de l'Ermitage dans le 20e arrondissement. C'est le 19 février à 21h. Et les places sont à 15 €. On peut les acheter en pré-vente sur le site du studio de l'Ermitage. Bon, c'est 14 €. Ça leur permet simplement de savoir que la salle va se remplir, je pense. Et que Michel Korb, c'est le fils de Francis Lemarx. Voilà. Que lui a gardé son nom. Ouais. Et alors, la vie de Jésus. La vie de Jésus. De Bruno Dumont. Ouais, un Bruno Dumont, comme on aime beaucoup Bruno Dumont. Alors Bruno Dumont, c'était La Loutre, c'était Le Petit Quinquin. La vie de Jésus, je crois que c'est son premier film. Alors c'est un petit peu, c'est atypique aussi comme cinéma. Ben, c'est la vie de Freddy qui vit dans le Nord avec ses copains, avec sa petite amie, et comment en fait. Qu'est-ce qui se passe au quotidien, leur sortie en mobilette, ses rencontres avec sa petite amie, Freddy qui est aussi épileptique, donc dès qu'il a des moments d'angoisse, en fait, va faire des crises d'épilepsie, passe aussi un moment dans le café de sa maman qui a la télé qui marche à longueur de temps, l'occasion que les gens du village rentrent aussi, Freddy qui fait la fanfare, et en fait l'arrivée de Kader qui est un jeune arabe qui va s'approcher un peu de sa petite amie, va faire basculer en fait toute la vie de Freddy, quoi. Voilà, c'est pas très gai. Et puis aussi Bruno Dumont, un truc complètement dingo de chez Dingo, qui s'appelle Coin Coin. C'est 4 épisodes, mais je vous jure que plus fou, plus bizarre, plus excentrique, plus tout ce que vous voulez. C'est presque du cinéma anglais, hein, c'est presque les Goons. Voilà, c'est... Bon, si vous aimez les choses qui sont quand même hors des règles communes du cinéma, de tout ce que vous, de l'humour et tout, eh ben regardez Coin Coin de Bruno Dumont et puis vous m'en direz quelque chose si vous y survivez en tout cas. Voilà. Moi j'ai survécu, mais je suis un petit peu Coin Coin et les Inhumains. Ouais, Coin Coin et les Inhumains. Moi j'ai pas regardé. En fait, là pour moi ça atteint un peu la limite, mais bon, il faudra peut-être que j'essaye. Ah ouais, parce que là franchement, c'est quelque chose d'extraordinaire. On n'imagine pas. Un cinéma comme ça n'existe nulle part au monde. Ouais. Et la lecture, alors la lecture, c'est toujours ma petite copine Laurence, bouquiniste, qui m'a offert ce bouquin en bouquin de poche, Les aventures du brave soldat Šveg. Alors c'est un livre tchèque de Jaroslav Hašek. Et apparemment, c'est une référence dans la littérature tchèque, c'est un classique. Et ce soldat Šveg, en fait, ces récits sont un récit satirique qui va
qui va contrer l'Église, l'armée, il va travailler pour un aumônier militaire. Encore un nanar. Voilà. Donc en fait, c'est tout un symbole sur l'absurdité. Lui est quelqu'un, c'est un espèce de candide, un naïf, qui finalement va quand même se sortir à chaque fois des épisodes un peu douloureux dans lesquels il pourrait être, et il va partir aussi à la guerre. Donc il y a 4 volumes. Moi j'ai lu le premier volume, mais c'est vraiment c'est sympa comme tout à lire. Hein. D'accord. Bien. Et vous écoutez, donc, c'est à l'écoute, donc vous écoutez Radio Soupente, qui est la station des Rapins sans foi, sans loi et sans courbette, qui émet depuis Zangarni et diffuse sur Internet aracaille.fr. Vous pouvez taper aracaille.fr, c'est pas difficile quand même. Puis vous pouvez écouter ad vitam aeternam nos délires. On remercie nos auditeurs chéris Claude et André de la Nation, car ils nous aident du côté de Pontoise, c'est ça, oui, probablement, qui est une grande amie de ma camarade, Marie-Christine Béguet, une graveuse gardoise, Christiane, une femme de ménage qu'on adore, Claude et William, on ne sait pas si elle nous adore encore d'ailleurs, Claude et William, nos camarades de Brest, Jean-Paul Souvral, notre camarade peintre de Coulé-Carpranche, Claudine, la camarade de ma camarade, qui est une camarade qui aime beaucoup l'art aussi, Annick, qui est une camarade militante de chez Militant, et notre stalien préféré Jean-Claude, Jean Peluzzi, qui nous envoie tout le temps des petits mails sympas avec de l'humour, ouais, ou avec moins d'humour. Et qui nous avait gravé le CD de Damien Saez. Et qui nous avait gravé le CD de Damien Saez. Ça, on s'en souviendra, mon camarade Jean Peluzzi, du Val d'Oise. Corinne et Joël, Corinne, notre tapissier adoré, hein, on va bientôt se faire une petite bouffe avec un poton de feu. Et notre Arlésienne du Caire qui est en ce moment au Mali, bravo pour le choix des vacances tranquilles. Hein. Et Sabine, et puis Emmanuel, et puis Frédéric, qui sont un trio d'artistes dont Frédéric est à Lille dans le Nord, mais on se revoit de temps en temps, c'est une petite bouffe. Bon, Pierre-André Danguin, Thierry Morciot, un graveur belge, qu'on adore, Colette, la femme du peintre Odon, voilà, qui poursuit sa campagne en faveur de son lobbying, en faveur de l'œuvre de son mari. Infatigable. Jacqueline Imbert, même punition, même motif pour son mari adoré, mort très jeune, Raymond Imbert, qui est le chaînon manquant entre l'art figuratif et l'art abstrait. Liliane et Laurence, qui signent sous le pseudo de Claude Isner, qui sont 2 sœurs, dont l'une est toujours bouquiniste, et qui écrivent des polars, dont le dernier vient de sortir. Les derniers Jérémy Nelson, le 3e, non, il y aura un 4e volume, donc c'est même pas la fin, c'est pas une trilogie, du coup, ça sera La Poule aux œufs d'or, et je pense que ça va être en librairie d'ici quelques jours. Celui-là, il s'appelle comment? La Poule aux œufs d'or. Ah, La Poule aux œufs d'or, d'accord. Michel Pelloual, un peintre qu'on a invité, qui est mon voisin du dessus, un bon peintre aussi, un petit peu indéfinissable, mais une peinture chaotique, mais qui ne peut pas vous laisser indifférent. Marie-Christine Perrondet, qui est une militante aussi, qui milite pour militer en militant, qui se tape tous les samedis la manif des Gilets jaunes. Elle fait pas demi-tour, elle. Non, pas demi-tour, et de préférence sur les Champs-Élysées, si c'est possible, parce que c'est là que ça castagne le plus. Avec son pote Christophe, qui est pour le dernier. Marie-France, qui est une militante de la FPS, qu'on a connue à propos de choses dont on vous taira la contenance aujourd'hui. Larousse flamboyante, on n'a pas de nouvelles, hein, Larousse, il faudrait peut-être, si tu nous écoutes, ce qui n'est pas sûr, mais c'est possible quand même, que tu nous donnes de tes nouvelles, mais si tu nous en donnes pas, on va en prendre, hein, fais-nous confiance. Aude, qui est une animatrice aussi d'une radio concurrente, qu'on aime beaucoup et qui s'occupe d'art, qui organise des visites à l'atelier du non-fer à Maison Blanche 2 fois par mois, je crois. José Arthur du Mélange, une émission mythique aussi, d'une radio concurrente. Et Thierry de Trafic, voilà, qui anime aussi une émission sur des radios concurrentes. Ouais, et moi je veux dire Geneviève qu'on va rencontrer jeudi, que j'ai rencontrée grâce à Laurence et qui va venir nous parler de la revue Midi Minuit Fantastique. Voilà.
Cette émission est à l'écoute sur notre blog arakai.fr. Vous tapez arakai.fr et vous pourrez l'écouter, comme toutes celles qui ont déjà été faites avant, sur des années précédentes. Et on se termine et on vous dit au revoir, on vous dit à la prochaine. Là, on a un rendez-vous important. Il faut qu'on décolle à 5h pour être à 6h ou ça. À la librairie de l'Arsenal pour une conférence sur la gravure sur bois debout au 19e siècle. Dont on vous causera une de ces prochaines fois. Voilà, à la semaine prochaine. Bonne semaine à vous. Au revoir. Et Mélismel, aux armes. Ouais. C'est la lutte finale, un combat d'initiés sont les perdants qui gagnent, nos dames émancipées, les médias sous le roi, mon peuple articulé, d'un pantin au long bras, faut pas venir pleurer. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est terminé entre nous deux. La tyrannie sous l'étendard sans élevé, entendez-vous dans nos campagnes mugir nos pauvres de faim de froid, qu'ils viennent jusque dans vos bras, pleurer dans nos villes, nos sarcasmes aux armes, etc. Que veut cette horde militaire de traîtres et de rois conjurés quand ils nous traînent, quand ils nous traitent de cons, de braves, de pauvres français quoi? Ces cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers quoi? Nos flics soldats mercenaires alors qu'on est tous étrangers aux armes, etc. Et la loi triche, l'impôt se rit des malheureux, nul devoir ne s'impose aux riches, le droit du pauvre est un mot creux, des preuves qui se ramassent à l'appel, l'égalité n'existe pas de droit sans devoir, dit-elle, égaux à la naissance parfois,